Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée. Le secrétaire d'État au transport s'en prend aux constructeurs auto qui vantent la vitesse de leurs engins. Outrage à l'image du Christ. Les autorités de l'Église condamnent le dernier film de l'américain Scorsese. Mais qui a vu le film? Un journaliste français parmi d'autres, François Forestier, notre confrère de l'Express. Il était hier soir à Venise. François Bachelot, exclu du Front National, il révélera dans ce journal la stratégie de son ancien parti, dans laquelle, je parle de la stratégie, s'inscrit l'affaire du calembour. Elton John vide sa caverne. L'Alibaba du British Rock a vendu aux enchères hier plusieurs centaines d'objets personnels pour un montant de 4 200 000 francs, le double de l'estimation. La mode sport, c'est un credo qui se développe de plus en plus, vous le savez, et qui concerne tout le monde, sportif ou pas. Vous verrez, en voici quelques-uns, les derniers modèles. La météo maintenant, la tendance avec Sophie Davant. Des records de chaleur sont prévus pour cet après-midi. Il va faire très beau et très chaud sur l'ensemble du pays, mais ça se gâte à partir de demain sur l'ouest. À tout à l'heure, Sophie. 3 chiffres pour justifier, si besoin, ce qui va suivre. Accident de la route, augmentation de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, soit plus de 100 000. Nombre de tués, augmentation de 16%, soit plus de 6 000. Nombre de blessés, augmentation de 10%, soit plus de 140 000. Le secrétaire d'État au transport cherche tous les moyens de réduire cette terrible statistique. Et il l'a dit ce matin sur Antenne 2, Georges Sarr n'est pas du tout content de la publicité sur les voitures. Celle-ci met trop en valeur la vitesse et l'agressivité des conducteurs. Il souhaite que les constructeurs mettent en avant d'autres arguments de vente. Anne Poncinet. Regardez un peu cette publicité. Oui. Rien n'est plus motivant qu'un adversaire qui porte votre nom. Les autres automobilistes qui ne roulent pas en Porsche sont des adversaires. Regardez le commentaire. Il est dit « La vie est une course. Certains la font en tête, mais jamais ils ne doivent ignorer l'adversaire. » Bien sûr, c'est du cinéma, mais pour Georges Sarr, tous ces messages publicitaires perpétuent de mauvais mythes. La conduite rapide et l'agressivité au volant. Le ministre a décidé de réunir constructeurs et publicitaires et envisage de réglementer la publicité. Mais pour les constructeurs, les automobilistes font bien la différence entre leur route et le décor de la publicité. Univers, celui de James Bond, qui est un univers de fantaisie, et je ne pense pas que ça puisse inciter des automobilistes à faire la même chose que ce qui se passe sur l'écran. Seriez-vous opposé à une législation concernant les arguments publicitaires ? Je trouve que l'automobiliste, de manière générale, et les constructeurs automobiles sont déjà sujets à de nombreuses contraintes législatives, réglementaires, et que c'est vraiment pas la peine d'en rajouter. En bref, les constructeurs sont coincés. D'un côté, la sécurité routière, mais de l'autre, la nécessité de convaincre des automobilistes toujours sensibles aux arguments de vitesse. Le corps carbonisé que l'on a découvert hier matin dans un petit bois en Normandie sera autopsié cet après-midi à Paris. Pour l'instant, rien ne dit qu'il s'agit de celui de la petite Delphine, 10 ans, disparue, vous le savez, depuis le 27 août dernier. Et ce matin encore, tous les officiels, toutes les autorités sont très prudentes. On peut le comprendre, face à un tel drame, le propre papa de la petite fille n'a pas pu hier identifier le corps à cause de l'état dans lequel il se trouve. Rémi Roche. L'attente continue et l'on ne sait toujours pas si le corps qui a été retrouvé hier calciné en forêt de Berville est bien celui de Delphine. Pourtant, en fin de matinée, le procureur de la République publiait un communiqué important, puisqu'il indique que la découverte de ce corps fait entrer l'enquête sur la disparition de Delphine dans une nouvelle phase. Autrement dit, il existe bien un lien. On apprend également que le cadavre a quitté la morgue de Bernay pour rejoindre l'Institut médico-légal de Paris afin d'y subir une autopsie très poussée. Objectif, son identification, mais surtout la recherche des causes et des circonstances du décès. On remarque enfin que d'après ceux qui ont découvert le cadavre, il n'aurait pas séjourné pendant très longtemps dans la forêt. Il aurait donc été déposé et brûlé pendant le week-end, quelques heures seulement après la levée du dispositif de recherche intensif. François Bachelot, exclu hier du Front National, a fait part aujourd'hui d'une révélation qu'il a eue récemment et qui concerne la stratégie développée par la direction du Front National. Dans une conférence de presse tenue ce matin, il explique que l'affaire du calembour, parfaitement préméditée, s'inscrit justement dans cette stratégie. Et il y a quelques minutes au Conseil des ministres, le président de la République a exprimé son amitié et sa sympathie à Michel Durafour à la suite de l'agression à caractère injurieux qu'il a subie au cours de ces derniers jours. Ce sont les termes du communiqué de l'Élysée et du chef de l'État. Compte rendu donc de la conférence de presse ce matin de M. Bachelot par Roland Sicard.
vers les structures... Le Front National lave son linge sale en public. Le calembour de Jean-Marie Le Pen était à double détente. Après la dérive verbale, c'est le grand déballage. François Bachelot, exclu hier du mouvement S'explique, il aurait mal compris ce qu'était le Front National. J'ai appris que le calembour n'était pas un dérapage, que c'était une phrase sciemment prononcée, que ça faisait partie d'une stratégie du Front National. Et que la stratégie du Front National, eh bien, c'était de mener un combat contre l'anti-France, ce qu'ils appellent l'anti-France. Et dans cette anti-France, ils rassemblent la presse, le lobby maçonnique, le lobby juif. A posteriori, je suis très heureux d'être exclu, parce que j'ai un peu honte, même d'avoir participé pendant quelques années, et très activement, en toute bonne foi, à une entreprise qui, je crains, si elle perdure, entraînera de nouveaux concepts racistes, xénophobes. François Bachelot qui a maintenant l'intention de voler de ses propres ailes. L'exclu du Front National a annoncé la création d'un cercle de réflexion et surtout celle d'un parti politique qui regrouperait des modérés. L'extrême droite est en crise. En politique encore, nouvelle réaction à la proposition de Raymond Barre qui vise à interdire toute fusion de listes entre les deux tours des élections municipales. Jacques Toubon est d'accord, il approuve cette idée. Pierre Mauroy en revanche rejette ce projet de réforme électorale. Le Parti républicain, lui, n'est pas hostile à l'idée d'un référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Il l'a dit ce matin et nous devrions connaître en fin d'après-midi la position plus globale de l'UDF. Et puis le duel de l'été, Pierre Joxe contre le Baron Noir. Suite, le ministre de l'Intérieur annonce l'utilisation de nouveaux matériels pour surveiller le ciel de Paris dans un avenir proche, dit-il. Nous serons à l'abri des mésaventures de cet été. Il fait allusion, bien sûr, vous l'avez compris, au survol de la capitale. Le film par qui le scandale arrive, le producteur se frotte les mains, on le comprend. Les autorités de l'Église condamnent La dernière tentation du Christ, signé de Martin Scorsese, dans lequel, disent-ils, l'image du Christ est souillée. Cela dit, jusque-là, personne n'avait vu le film présenté officiellement ce soir au Festival de Venise. Et tout le monde attend donc cette projection officielle. Des manifestations de catholiques sont déjà annoncées et d'ores et déjà Radio Vatican qualifie de sacrilège ce long métrage. Le dossier de cette polémique avec Dominique Verdeillan. L'épiscopat français part en croisade contre le Jésus de Scorsese. Sans avoir vu le film, Monseigneur Lustiger et Monseigneur de Courtrai, pour qui la mort du Christ n'appartient pas au romancier ni au scénariste, mais à la foule innombrable de ses disciples, mettre en cause la personne de Jésus, c'est mettre en cause la foi de millions de chrétiens. Dans le cas particulier, je pense que les chrétiens et l'Église ont le droit aussi d'user de leur liberté d'expression pour dire ce film ne correspond pas au Christ que nous vénérons, le défigure et nous le disons. Image d'un Jésus tenté par le péché et la sensualité. Le scandale venu des États-Unis porte aussi sur une scène où l'on voit Jésus faire l'amour avec Marie-Madeleine. En fait, cette image soft n'est qu'un rêve, une vision suscitée par le diable. Elle ne dure que 50 secondes. Un film qui choque aussi par sa violence. Jésus y est dépeint comme un être en proie à des réactions et à des sentiments humains. Nous le montrons dans toutes les étapes normales d'une vie d'homme. La dernière tentation, ce n'est pas de faire l'amour avec Marie-Madeleine, c'est d'avoir une vie sentimentale normale. Être marié, faire l'amour avec sa femme pour avoir des enfants, bref, vivre sa vie comme n'importe quel humain. Martin Scorsese s'est battu plus de 10 ans pour adapter le livre de Kazantzakis, un livre mis à l'index par le Vatican dès sa sortie en 1952. Kazantzakis, également auteur de Zorba le Grec, qui écrivait dans la préface « Je suis sûr que tout homme libre qui lira ce livre plein d'amour aimera plus que jamais, mieux que jamais, le Christ ». Voilà, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le journaliste, qui a vu le film, parce que finalement personne ne l'avait vu ce film. François Forestier, c'était hier soir à Venise, vous avez assisté à la projection de ce film. Est-ce que les catholiques, non seulement français mais européens, ont de bonnes raisons d'être choqués par ce film? Non, moi je crois pas. Je crois que le film est très sincèrement chrétien, très respectueux en tout cas. Même la dernière tentation qui représente les 20 dernières minutes du film, c'est-à-dire le Christ descendant de croix et vivant une vie d'homme suite à une proposition faite par le diable. Et à la fin du film,
où il réalise que c'est le diable qui lui a parlé, il remonte sur la croix et il meurt heureux. Je ne crois pas qu'il y ait là matière à scandale, en tout cas. Alors, est-ce que vous comprenez cette polémique, pourquoi elle s'est développée à ce point? Car on y revient à cette polémique, on avait déjà parlé cet été, mais on pensait que c'était un petit peu calmé. Il faut dissocier deux choses. Il y a la polémique aux États-Unis, c'est-à-dire les fondamentalistes américains ont monté l'affaire en épingle pour faire oublier leur propre scandale. Vous savez qu'il y a eu 2 ou 3 scandales très importants aux États-Unis. Alors, il faut rappeler qui sont les fondamentalistes, ce sont ces prêcheurs dont on vous a parlé et qui avaient eu les intégristes, qui avaient eu des déboires avec l'un sa secrétaire, l'autre, etc. Avec des problèmes d'argent, etc. Bon, des détournements de fonds très importants. Il y a eu 2 scandales importants, donc les fondamentalistes américains ont saisi cette occasion pour faire un point de ralliement, si vous voulez. Ça c'est de la politique intérieure. Se venger un peu des chrétiens en général, bon, on ne peut pas dire que ce sont leurs amis. Non, et il y a quelque chose qui a été très important aux États-Unis et qui est très malheureux, je trouve, c'est qu'il y a eu une campagne antisémite contre le producteur Lou Wasserman. Et ça, je trouve ça absolument inacceptable. Que je sache, d'ailleurs, les intégristes français n'ont pas du tout condamné cette campagne. Mais l'épiscopat français aussi réagit avec beaucoup de fermeté de critique envers ce film. Oui, je suis un petit peu étonné parce que quand même, déjà les intégristes ont réagi sans avoir vu le film. Que je sache, le film n'a pas été présenté. Il y a de la fermeté. Je conçois tout à fait d'ailleurs que quelqu'un n'aime pas le film ou soit agacé par le film. Mais je ne comprends pas qu'on puisse réagir avec autant de fermeté sans avoir vu le film. Oui, sur le plan strictement du dogme, vous, ça ne vous choque pas? Pas du tout, puisque vous savez que Martin Scorsese est un chrétien absolument convaincu. Il a fait ce film avec flamme et passion. Il croit totalement en Dieu et à la divinité de Jésus. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, je crois. On le verra en France dans combien de temps, vous savez? À la fin du mois, le 21 septembre ou le 28 septembre. Je crois que les dates n'avaient pas été encore totalement fixées, mais je crois que ça se décide vers le 21. Très bien, merci de nous avoir rendu visite. Sur les traces d'un manuel scolaire, ou quel est le parcours suivi par un ouvrage depuis le moment où il est pensé, à peine pensé par l'éditeur, jusqu'au moment où il est feuilleté par l'enfant? Le marché des livres scolaires est très lucratif. 2 géants s'en partagent en France 70% du marché. Nathan et Hachette. Et vous le savez vous-même, ce sont les écoles et non vous, parents, qui choisissent les livres scolaires. Alors selon quels critères? Voyez cette enquête d'Anne Guéry. Quelle est la surprise que prépare Julie pour Roméo et... Comme lui, ils sont chaque année près de 800 000 en cours préparatoire à vouloir décrypter les signes, comprendre les mots. Un manuel bien choisi peut alors contribuer à la réussite. Or, dans ce domaine, il y a eu peu d'évolution depuis Jules Ferry. Dès les programmes connus, c'est la liberté. Des éditeurs libres de publier les ouvrages de leur choix, des enseignants libres de les sélectionner, libres mais pas toujours satisfaits. Je ne trouve pas que les éditeurs nous réservent un accueil très enthousiaste. Enfin, ils ne sont pas très accueillants, mais peut-être parce qu'il y a déjà un catalogue général où leur matériel a déjà été choisi, donc ils n'ont plus tellement besoin de venir démarcher. En fait, l'instituteur reçoit un spécimen ou un catalogue. À lui donc de faire la bonne sélection. Mais en a-t-il la compétence? Pas toujours, selon certains universitaires qui relèvent dans les ouvrages des négligences, voire des erreurs. Beaucoup d'auteurs ou beaucoup d'éditeurs se laissent entraîner par une présentation qui est souvent très belle et qui n'est pas toujours accompagnée d'un contenu de même qualité. Il faudrait disposer d'un délai de l'ordre de 2 ans pour publier un bon ouvrage et malheureusement, nous disposons parfois de moins d'1 an et parfois moins pour réaliser les ouvrages entre la connaissance que nous avons des programmes et non pas la rentrée, mais le moment où les enseignants doivent choisir les manuels, c'est-à-dire plusieurs mois avant la rentrée. Résultat, des imperfections qui restent telles quelles imprimées pour être parfois enseignées. Autant de négligences qui peuvent conduire au premier échec. Le passager afghan du vol Soyouz TM5 se souviendra de son retour sur Terre. Pour des raisons techniques que notre spécialiste va vous disséquer maintenant, eh bien, il a dû attendre avec ses partenaires soviétiques 24 heures de plus pour être autorisé à pénétrer dans l'atmosphère. Et encore, n'était-il pas sûr d'atterrir au bon endroit? Et même un instant en tout cas, ils ont cru qu'ils allaient se poser en Chine. Les autorités étaient inquiètes au point de leur demander s'ils avaient de quoi se nourrir. Seules restaient les rations de survie. Patrick Esther. L'instant émouvant des adieux, c'était hier à bord de la station Mir. Après 8 jours de mission spatiale, le cosmonaute afghan Abdul Ahad Momand et le cosmonaute soviétique Vladimir Lyarkov vont remonter dans leur vaisseau Soyouz du retour vers la Terre. Ils saluent leurs 3 collègues qui vont rester à bord jusqu'à la fin de l'année, passant le cap psychologique des 365 jours dans l'espace.
Ils seront rejoints en orbite le 21 novembre par le Français Jean-Loup Chrétien. La séparation Mir-Soyouz va s'effectuer correctement. Soyouz TM5 allume son moteur pour freiner sa vitesse et quitter l'orbite. C'est alors que les systèmes de contrôle automatique d'orientation tombent en panne. La décélération n'étant pas suffisante, le vaisseau risque d'atterrir en Chine à 800 km du point prévu. Le pilote décide de couper les systèmes automatiques. Le moteur s'arrête. Le centre de contrôle de Moscou s'inquiète et interroge l'équipage. Avez-vous de la nourriture et de l'oxygène pour faire face à un retard prolongé? Non, plus de nourriture à bord en dehors des rations de survie et pour l'oxygène, 24 heures de réserve. Mais le commandant Lyarkhov ne s'affole pas. Il laisse passer 2 tours de terre et décide de piloter manuellement le retour. Une procédure répétée en simulateur, mais encore jamais effectuée dans la réalité. 49 minutes et bien des inquiétudes plus tard, Soyouz TM5 atterrit dans le Kazakhstan, mission accomplie. Le système spatial soviétique vient une nouvelle fois de prouver qu'il est suffisamment souple pour pouvoir faire face à des situations, disons, difficiles. Qu'y a-t-il dans le Kazakhstan? Une coiffeuse, vous ne le saviez peut-être pas. Alors leurs collègues américains de ces cosmonautes, il s'agit donc des astronautes de la future navette, se sont retrouvés, vous allez les voir, en tenue de vol sur le pas de tir devant la presse américaine. Et espérons que ce film leur portera chance car la navette américaine, vous le savez, a bien des déboires depuis plusieurs mois. L'équipage a effectué, vous le voyez ici, un exercice d'évacuation dans l'hypothèse d'un accident avant la mise à feu des moteurs. Président des États-Unis, c'est une lourde tâche, mais candidat à la présidence, ce n'est pas facile non plus. Exemple, George Bush s'est fait traiter hier au cours d'une réunion houleuse d'écraseur de syndicats, je cite. Quant à Michael Dukakis, que vous allez voir après, il s'est fait huer, lui, par des adversaires de l'avortement, au cri de tueur de bébés. Et M. Bush, malgré les cris, a gardé son flegme. Il a même montré une carte syndicale de 1950 qui prouvait qu'il avait appartenu à l'époque au syndicat de la sidérurgie. Et voici son challenger, donc Dukakis. Il a lui aussi gardé son calme. Il a rappelé que la femme devait décider elle-même si elle voulait ou non avorter, tout en disant qu'il était, lui, personnellement, opposé à l'avortement. Voilà, et sur les images que vous venez de voir, c'était partisans et adversaires de l'avortement qui s'affrontaient et non pas le candidat lui-même. Il y aurait 15 millions d'entre nous à pratiquer un sport en France. Les sondages faits auprès de vous sont-ils optimistes ou vos réponses artificiellement gonflées? En tout cas, allez savoir, on n'est probablement pas loin de la vérité. Il y a 3 ans, il y avait déjà 12 millions de licenciés dans notre pays. Qui dit sport, dit équipement, shorts, chaussettes, t-shirts, chaussures, etc. Bref, toute une mode qui s'articule autour de l'idée sport. Voici les dernières nouveautés découvertes par Bernard Puissesseau et notre sportive maison Yoba Grégoire. Et cela au nouveau salon des articles de sport et de loisirs. Parmi celles-ci, regardez bien un nouveau modèle de raquette de tennis. Oui. Et oui, que ces maillots sont beaux. Toujours très décolletés sur les cuisses. On ne lésine pas sur les moyens pour vendre. Chaque présentation de vêtements est un véritable spectacle. Tous les leaders de la confection internationale sont là. La France perd un peu de terrain face à une concurrence italienne et scandinave très dure. Cependant, on crée des entreprises et sans doute inspiré de la réussite de Stéphanie de Monaco, voici Géna de René. Une image est très très fragile, donc il y a des pour et des contre quand on fait une collection autour d'un nom. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont un peu connus, il faut aller un peu plus loin que ça. J'aime penser que c'est à cause de mon nom, mais aussi parce que j'ai travaillé. Michel Platini également joue de son nom, il a créé toute une gamme de vêtements de sport. Pour le tennis, petit short en tissu gaufré ou jupette classique. Mais nouveauté chez Lacoste, une raquette qui, grâce à sa forme, est faite pour résister à la torsion des cordes. Nouveauté également, cette machine mesure le poids et l'équilibre d'une raquette, mais en mouvement. Faire du sport, cela demande des efforts, même si vous en faites sur place. Voici des machines spéciales fainéants. Elles font tout pour vous, abdominaux, fessiers et autres. Et alors, peut-être qu'un jour, vous pourrez espérer devenir comme notre championne du monde de culturisme,
N'est-ce pas, Patricia? Les Jeux Olympiques de Séoul se profilent à l'horizon. Ici, Adidas habille en partie l'équipe de France, alors couleur cocorico. Et pour les tout petits, ils pourront faire comme les grands. Petite basket pour petits sportifs. Vous l'avez compris, ici c'est le culte du corps. Rien n'est laissé au hasard. Les adeptes sont belles et beaux les messieurs. Travaillez, prenez de la peine, William, et je vous parie que vous ferez aussi bien que notre champion d'Europe. Des photos, hein. Je suis sûr que comme Patricia vous l'a fait remarquer, vous avez surtout remarqué donc les raquettes de tennis. Les soldes de la star. Elton John, l'un des plus excentriques des chanteurs pop, a mis en vente à Londres, chez lui, plusieurs centaines d'objets personnels. C'était à la galerie Sotheby. Il avait accumulé cela en 15 ans de folie vestimentaire et autres. Eh bien, il a bien eu raison, Elton John, puisque la vente a rapporté plus de 15 millions de francs. Ses costumes et ses accessoires de scène se sont arrachés. Reportage Philippe Arroir. Une véritable caverne d'Ali Baba, 2000 pièces, l'extravagance à son sommet, avec d'authentiques œuvres d'art, surtout des années 20. Elton John fut un collectionneur qui, pendant 15 ans, a acheté tout ce qui lui plaisait. Aujourd'hui, dit-il, j'en ai bien profité, il est temps de changer. Cette vente aux enchères d'un bric-à-brac fou dure 4 jours et se déroule simultanément dans 4 galeries reliées par télévision. La partie peut-être la plus intéressante, la plus importante, c'est la collection Art déco qu'il y a là-dedans, qui comprend ces meubles Bugatti, dont certains sont derrière moi, la verrerie française Art Nouveau Art déco et les sculptures des années 20 et 30, qui sont superbes. Les bijoux et joyaux font l'objet d'une séance particulière, de même que les costumes de scène de la pop star. Déjà, une des incroyables paires de lunettes d'Elton a été adjugée 32 000 francs. Ces plaques minéralogiques personnalisées, 24 000 francs, le catalogue parlait de 2500 francs. Ce jukebox Wurlitzer, 160 000 francs. Ces chaussures que l'artiste portait dans le film Tommy, 110 000 francs. La vente devrait rapporter plus que les 30 millions prévus. De quoi alimenter la prochaine collection du chanteur, qui se lance, a-t-il confié, dans l'ultra-moderne. Football, Coupe d'Europe, un match raté pour Monaco, battu par les Islandais à Reykjavik, 1-0. Pour l'instant, selon tous les observateurs sportifs, les aptitudes européennes des champions de France semblent bien faibles. Enfin, ils vont peut-être se rattraper au match retour. Nous l'espérons en tout cas. Alors la passion du football, c'est ici, vous le savez, sur Antenne 2. Donc ce soir à 19h, premier tour, match aller de la Coupe des Coupes. Metz reçoit Anderlecht, le club belge. Et le grand club bruxellois fonctionne, vous allez le voir, d'une manière très originale, en tout cas sur un plan financier, puisqu'il existe grâce à la vente un prix élevé de loges dans le stade. Cela existe bien pour le tennis ou pour les courses, pourquoi pas le football. Reportage Francis Marotto. Une porte qui s'ouvre sur la Coupe d'Europe, celle d'Anderlecht et de son football business. Anderlecht qui loue pour 3 ans ses 31 loges à des sociétés. On y dîne avant la rencontre. Autre innovation du club belge, les fameux business seats. On y dîne aussi pour 250 francs par personne. Et pour louer l'un de ces fameux sièges pour hommes d'affaires, il en coûte 10 000 francs par an. Mais obligation est faite de louer pour 6 ans. Jackpot total, 84 millions de francs. C'est le côté court d'Anderlecht. Côté jardin, il s'agit d'une toute autre affaire, celle qui consiste notamment à maîtriser cet homme-là, Edi Krencevic. Ami public numéro 1 des supporters, mais recherché par toutes les défenses du pays. Ce tueur à cage, australien d'origine yougoslave, a toujours honoré ses contrats. 8 buts en 6 matchs. C'est l'un des côtés offensifs d'Anderlecht prôné par l'entraîneur. Nous avons une intention, je ne dis pas qu'on va gagner à Metz, mais nous partons avec l'intention de marquer en déplacement. Marqué bien sûr, et Anderlecht réussit plutôt bien dans ce domaine. 16 buts en 5 rencontres, mais il arrive aussi que les mauvais blancs aient parfois de bien curieuses absences. Parfois ils oublient leur tâche défensive, se disent parfois c'est là notre malheur, parce que bien souvent il ne reste que 1 derrière ou 2 maximum et tout le reste est devant. Si tu perds le ballon, c'est très dangereux. C'est sans doute pour cela que samedi dernier à Courtrai, Anderlecht a concédé sa première défaite. Alors, Messin, raison d'espérer peut-être.
Alors ce soir, le journal de 20h est avancé. Ça sera à 19h50 que vous retrouverez Henri Sagnier. Et puis nous allons là tout de suite à la bourse avec Jean-Claude Renaud. Jean-Claude non, oui, c'est Jean Lebert, si ça ne vous ennuie pas, mais ça sera quand même une hausse à la Bourse de Paris. Une hausse n'a pas feutré pour l'instant. L'indicateur de tendance progresse de 0,50% dans la foulée de Wall Street hier soir et de Tokyo ce matin. La Bourse de Paris s'avance timidement. Les professionnels font remarquer qu'elle ne veut pas baisser. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas monter franchement malgré les bons résultats des sociétés. Toujours un faible volume et des transactions qui s'effectuent rapidement. Sur notre tableau des plus fortes variations à la hausse, Epeda se détache en hausse de 9,3%, suivi de Scoas, Ligos, Saint-Élabo et Spi-Batignolles qui gagnent plus de 4%. Les privatisées déjà cotées sont irrégulières. Saint-Gobain perd 1,50 franc, Paribas gagne 1,90 franc, c'est Général 3 francs, Suez ne gagne que 70 centimes et CGE 20 centimes. Pour les devises, marché calme avec un recul de près de 2 centimes sur le dollar à 6,27 francs. La livre sterling progresse légèrement à 10,70 francs. Le Deutschmark est toujours très fort face au franc français. Il est à 3,40 francs 60 en légère progression. L'écu est à 7,05 francs 45 sur le marché de l'or. Peu de changements. Le lingot d'un kilo a perdu 350 francs à 86 700. Mais le Napoléon à 504 francs a gagné 2 francs. Voilà William, bonne résistance à la Bourse de Paris. Comme disent certains ici, c'est peut-être le début de la reprise. Tous les détails sur votre Minitel. 3615 code ECOA2. C'était Jean Lebert. Automobilisme, retour à la maison pour un grand ingénieur français qui, jusque-là, a travaillé pour Lotus. Il s'agit de Gérard Ducarouge. Il a donc choisi l'écurie française Larousse-Calmette. Et puis le grand duel à la voile, la Coupe de l'América, édition spéciale, qui va opposer pour la première fois un catamaran américain, c'est-à-dire un bateau à 2 coques, à un monocoque géant néo-zélandais. Tout cela se fera dans la baie de San Diego, en Californie. L'épreuve se déroule en 3 jours, 3 manches, et les premières joutes de ces deux bateaux, si différents l'un de l'autre, 40 hommes d'équipage à bord de l'un contre moins de 10 sur l'autre, s'annonce passionnante. Jean Mamère. Il aura donc fallu 18 mois de tribunaux et de procès pour que le juge Carmichael renvoie Dennis Conner, l'Américain, et Michael Fay, le Néo-Zélandais, finir leur bagarre sur l'eau, plus précisément dans la baie de San Diego. En 130 ans, jamais la Cup n'avait connu autant de péripéties. En quelques mois, elle aura tout connu. Le retour au gigantisme tout d'abord avec New Zealand, presque un retour aux sources. Les monocoques de 40 mètres et plus faisaient partie de l'histoire. Les Néo-Zélandais ont fait ressurgir à notre mémoire les vieilles images du passé. Ensuite, pour la première fois de son histoire, elle verra concourir un multicoque, un catamaran hyper allégé pour lequel a été dessiné le plus grand Maël jamais construit. Rien n'a été laissé au hasard, malgré un manque certain de temps de préparation. Les Américains sont favoris, l'ordinateur le dit en premier, le combat est déséquilibré. Ce ne sont pourtant pas les efforts financiers du banquier néo-zélandais Michael Fay qui auront fait défaut. La loi a été plus forte que lui, le sort peut-être aussi. La légende dit qu'il n'est jamais bon de s'y reprendre à 2 fois pour baptiser son bateau. Elle ne dit pas non plus ce qu'il advient à la 3e. À moins bien sûr, que les incantations maoris n'effacent tout. Qui sortira triomphant de ce combat de géants? Dennis Conner est le favori incontesté. Sauf si le diable qu'a tenté Michael Fay se fait son allié. Un retournement du catamaran vaudrait à San Diego un très beau retournement de situation. Et puis voilà, c'est fait, automobilisme, on revient précédemment. Fiat contrôle 90% du capital de Ferrari. Fiat qui détenait déjà 50% de la firme de Modène, précise qu'elle a racheté ces derniers mois les 40% qui appartenaient à Enzo Ferrari qui est décédé, vous le savez. Cinéma encore, après la tempête de Venise dont nous parlions au début de ce journal, c'est plus serein à Deauville. Aujourd'hui, mercredi, sur vos grands écrans, partout en France, 6 films américains qui ont été présentés à ce festival. Nous allons faire un zoom sur 2 d'entre eux. Je vous livre les titres. La bête de guerre, ça va encore, mais Iron Witch, c'est le titre en américain. Pour l'instant, pas de titre français. Et dans ce dernier film, une confrontation étonnante entre Jack Nicholson et Meryl Streep. Autre sujet d'intérêt, le premier film américain sur la guerre d'Afghanistan. Michel Pascal. Il y a eu 2 changements ce matin à Deauville. On est passé de la pluie au soleil et de la comédie au drame. C'est un voyage au bout de l'enfer afghan que nous propose un jeune Américain de 37 ans avec La bête de guerre, l'histoire d'un char russe traqué par les résistants.
Tourné en Israël avec un tank construit à Hollywood et transporté à Jaffa, c'est le premier film directement consacré aux événements d'Afghanistan. J'ai fait un séjour à Peshawar, tout près de la frontière afghane. J'ai parlé aux Moudjahidines. J'ai visité les camps de réfugiés pour savoir exactement à quoi ressemblait la vie et le combat des Afghans. Du désert afghan, nous avons plongé sans transition dans l'Amérique de la dépression avec un titre très attendu, Ironweed, d'Hector Babenko, une affiche pour Monstre Sacré, Jack Nicholson, Meryl Streep. La rencontre de deux vagabonds brisés par la vie, par la misère, dans la ville d'Albany en 1938. Ironweed est l'adaptation d'un best-seller de William Kennedy, prix Pulitzer en 1983. L'adaptation du roman pour en faire un scénario fut à la fois complexe et passionnante. On avait simplement les personnages, leur cadre de vie, sans autre indication. Des cigarettes, un lit, un dîner et l'amitié. And friendship. He's me pal, there ain't nobody else I can see. I know he's dead tough, but his love is no bluff. He'd share his last dollar with me. I'd rather have him and his 15 a week than be some old millionaire's gal. He's the best ever was, and I loved him because he's me pal, he's me pal. Voilà, je vous signale donc à propos des émissions ce soir, 18h50 c'est le football sur Antenne 2, 19h50 c'est le journal, et puis je vous signale aussi que tout à l'heure, sur cette même chaîne que vous préférez, j'en suis convaincu, de nouvelles émissions pour les enfants, et puis dans un instant la météo avec Sophie Davant. Ce soir donc, je vous l'ai déjà dit, le journal est avancé, nous on se retrouve demain avec Patricia et toute l'équipe à 13h s'il vous plaît, bon après-midi, au revoir.